Betty et Barney Hill sont en route pour rentrer chez eux. Ils viennent de passer une semaine de vacances au Québec et sillonnent les routes verdoyantes de la Nouvelle-Angleterre vers leur domicile de New Hampshire. Le couple est parti la nuit pour faire ce long itinéraire et ainsi gagner du temps. Nous sommes le 19 septembre 1961 et l'été se termine. Alors que le soleil se couche, on peut apercevoir les arbres qui ont commencé à changer de couleur pour prendre des teintes dorées. Vers 22h, alors que la nuit tombe, Barney, qui conduit, distingue depuis le pare-brise un point lumineux qui se détache du ciel. Intrigué, il le pointe du doigt pour le montrer à sa femme. « Cela doit être un satellite ou une étoile », lui dit-elle. Mais rapidement, le point lumineux se rapproche d'eux. Au départ, les époux Hill ne s'en étonnent pas et poursuivent leur route. Pourtant, le point continue de se rapprocher dangereusement. Il se rapproche tellement que Betty et Barney voient distinctement le point se transformer en disque. Puis, le disque fait apparaître des hublots par lesquels se dégage une lumière bleutée. À une trentaine de mètres du sol, l'objet lumineux stoppe sa descente et s'immobilise au-dessus d'une clairière à quelques dizaines de mètres d'eux. Barney arrête alors sa voiture et se décide à aller voir cet objet non identifié de plus près. Il embarque avec lui une paire de jumelles ainsi qu'un pistolet qu'il garde habituellement dans sa boîte à gants. Il marche vite vers la clairière et tente de regarder cette lumière de plus près grâce à ses jumelles. Il n'en croit pas ses yeux. Il voit des silhouettes derrière les hublots de ce qui ressemble à un vaisseau spatial. Les silhouettes semblent regarder en direction de Barney, qui est complètement terrorisé. Le couple décide alors de tourner les talons, rentre dans leur véhicule et démarre en trombe. Alors qu'ils se remettent à peine de leurs émotions, au bout de quelques secondes à rouler, Betty et Barney entendent une série de bips stridents dans l'habitacle de la voiture. Le bruit cesse quelques secondes, puis une deuxième série de bips reprend de plus belle. Lorsque les bips s'arrêtent enfin, le couple s'aperçoit que la voiture a parcouru plus de 50 km, alors que les deux séries de bips n'étaient espacées que d'une dizaine de secondes. En voulant regarder leur montre, ils remarquent que celles-ci se sont arrêtées. Mais le pire, c'est qu'ils n'ont aucun souvenir de ces derniers 50 km parcourus. Ils sont totalement désorientés. Lorsqu'ils arrivent à leur domicile, ils comprennent qu'ils ont 2 heures de retard sur l'horaire théorique auquel ils étaient censés arriver. De plus, Barney découvre de nombreuses griffures sur la semelle de ses chaussures, comme si on l'avait traîné sur le sol et il ressent une vive douleur dans le dos. Enfin, il découvre qu'en plusieurs endroits, la peinture de la carrosserie de leur voiture a disparu, laissant le métal à nu. Tant bien que mal, ils rentrent chez eux, déballent leurs affaires et finissent par se coucher. Les Hill ont été traumatisés par cette mésaventure. Par la suite, ils ont recours à des séances d'hypnose chez un psychiatre à Boston afin d'essayer de retrouver leurs souvenirs. Le psychiatre les place dans un état modifié de conscience en leur posant des questions. Betty, assise, les yeux fermés, semble revivre la scène avec la même intensité que la première fois. Et surtout, des éléments qu'elle avait complètement oubliés ressurgissent. Elle voit très distinctement son enlèvement par de petits êtres chauves avec de grands yeux noirs qui ont pratiqué sur elle et son mari des examens médicaux traumatisants. Elle se voit d'abord léviter près du vaisseau spatial aperçu ce soir-là, puis sur une table qui ressemble à une table d'opération avec une vive lumière au plafond et des têtes d'aliens tout autour d'elle. Elle se souvient d'un prélèvement sanguin ou encore d'un examen de ses yeux. Betty est terrifiée. Son témoignage se précise davantage et elle est formelle. Elle et son mari ont été enlevés par des extraterrestres afin que ces derniers procèdent à des examens sur eux. Cet événement extraordinaire n'est en réalité que le premier d'une longue série d'enlèvements qui s'étale des années 1960 jusqu'aux années 1980. À cette époque, on assiste à une véritable épidémie d'enlèvements extraterrestres
et les cas se compteraient par milliers. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le deuxième que nous consacrons à l'histoire de la zone 51, une base militaire américaine qui a suscité d'innombrables rumeurs et de théories du complot autour de l'existence d'ovnis et d'extraterrestres. Aujourd'hui, je vous parlerai des répercussions de l'affaire Roswell et des théories qui en ont découlé, alimentant une psychose collective autour de l'existence d'aliens aux États-Unis. D'autres récits, similaires à celui du couple Hill, commencent à se multiplier. Des personnes seules, des couples, des jeunes, des personnes âgées, chacun y va de son témoignage. À chaque fois, ces événements semblent correspondre à un même scénario. La plupart des témoins sont enlevés et entrent en lévitation en dessous d'un vaisseau spatial avant d'être examinés par de petits bonhommes gris. Certains sont victimes d'amnésie, mais ont vu des ovnis très près d'eux. Au début des années 1970, parallèlement à cette augmentation apparente des récits d'enlèvement, d'autres événements suscitent également l'inquiétude parmi les citoyens et les autorités. Il semble suggérer que les extraterrestres ne se contentent pas de voler dans le ciel, mais se livrent à des expérimentations sur des animaux pour le moins cruels. Bill est un fermier qui vit dans le Colorado. Il possède une grande exploitation au milieu des montagnes et des forêts de sapins qui composent cet État, connu pour ses paysages à couper le souffle. Bill possède près de 60 vaches, mais aussi des chevaux ainsi que des buffles. Pour nourrir et hydrater toutes ces bêtes, il doit remplir chaque matin d'énormes abreuvoirs d'eau fraîche et passe une bonne partie de sa journée dans son tracteur pour apporter le foin à ses animaux. Une nuit, il dort paisiblement au son des criquets qui rythment la torpeur des soirées d'été à quelques dizaines de mètres de son ranch. Au beau milieu de la nuit, le meuglement de plusieurs de ses vaches, mais aussi le hennissement de certains de ses chevaux, le sortent de son sommeil. Bill sursaute et regarde par la fenêtre de sa chambre ce qu'il se passe, mais il ne voit rien. Pris de panique, il quitte son lit, enfile ses chaussures, sa chemise et sort de sa maison armé de son fusil. Il se dit que cela ne peut être que des coyotes qui s'approchent parfois d'un peu trop près et pour qui le bétail est une proie facile. Il pense également à un rôdeur, même si dans ces zones désertes, cette idée paraît un peu tirée par les cheveux. Il court vers son ranch avec l'espoir de faire fuir les bêtes qui rôderaient vers l'étable ou l'enclos des vaches. Au fur et à mesure de sa course, il comprend la gravité de la situation. Il s'arrête net au pied de son enclos et ne peut que constater, sous le choc, le décès de ses vaches et de certains de ses chevaux. Fait encore plus atroce, il remarque que l'un de ses chevaux et 3 de ses vaches sont en partie éviscérés. Mais qui a pu faire cela à ces bêtes ? Bill ne se connaît aucun ennemi. En tout cas, personne qui pourra aller jusqu'à tuer plusieurs bêtes de sang-froid et d'en mutiler certaines. Bouleversé par cette scène apocalyptique, Bill se réfugie chez lui pour appeler la police. Il tente d'expliquer la situation tant bien que mal, mais il tremble encore en repensant à ces bêtes mortes, étalées sur le flanc les unes à côté des autres. Le shérif du comté se rend alors rapidement chez le fermier, qu'il connaît bien. Mais lorsqu'il arrive au ranch, lui aussi est pris d'un sentiment de terreur qu'il tente de dissimuler pour ne pas faire paniquer le fermier. Le shérif est en effet bien démuni devant cette scène d'horreur. Alors de retour au bureau, il appelle du renfort, et ce qu'il apprend le fait tomber de sa chaise. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Les confrères qui l'appellent semblent presque blasés au téléphone, et pour cause. C'est loin d'être le premier incident de ce genre dans la région.
Même dans les États voisins du Nouveau-Mexique, de l'Utah et de l'Arizona, des dizaines de fermiers ont eux aussi appelé la police en catastrophe en constatant qu'une partie, voire la totalité de leur bétail était mort d'une cause inexpliquée ces dernières semaines. Des vétérinaires interviennent dans certaines affaires et expliquent que les responsables de ces méfaits auraient prélevé des organes sur certains animaux. Ils affirment que ces ablations ont été effectuées avec une haute précision chirurgicale. Certaines bêtes auraient même été totalement vidées de leur sang. On assiste ainsi à une véritable hécatombe au sein des troupeaux dans l'Ouest américain. Dès 1975, le sénateur du Colorado, Floyd Haskell, sollicite l'intervention du FBI pour enquêter sur ce qui semble être une véritable panique collective. Cependant, ce n'est qu'en 1979 qu'une enquête est lancée. Mais qui aurait pu tuer et disséquer des animaux de cette taille sans que personne ne soit pris la main dans le sac ? Pour certains ufologues, il ne peut s'agir que d'un coup des aliens. Cette thèse trouve de nombreux partisans et devient particulièrement en vogue dans les milieux conspirationnistes des années 1980. D'ailleurs, le retard pris par le FBI dans cette enquête de massacre de bétail est très vite interprété comme une preuve du lien qui existe entre le gouvernement américain et des entités extraterrestres. L'enquête menée aboutit à la rédaction d'un rapport détaillé sur le phénomène. Il attribue la grande majorité des décès à des causes naturelles, comme la chaleur ou encore à la consommation d'eau stagnante. Quant aux supposées mutilations, elles seraient l'œuvre de charognards. Mais pour certains anciens militaires, cette conclusion ne fait que renforcer leurs soupçons. Ils croient avoir été manipulés pour étouffer la vérité sur ces événements troublants. C'est ainsi qu'un certain John Lear, pilote d'essai qui a travaillé avec la CIA, affirme à la fin des années 1980 que la base 51, et plus particulièrement le fameux laboratoire S4, abrite un complexe top secret où serait étudiée la technologie extraterrestre. Jusque-là, l'information n'est pas vraiment un scoop, mais le pilote fait des révélations encore plus troublantes que ne l'a fait Bob Lazar à la même époque. L'ancien pilote explique que ces technologies extraterrestres ont été obtenues grâce à un pacte passé au tout début des années 1970 entre un groupe secret nommé le Majestic 12 et les extraterrestres eux-mêmes. Le Majestic 12, ou MJ-12, serait un groupe de 12 scientifiques, chefs militaires et dirigeants politiques fondés en 1947 à la demande du président Harry Truman afin d'étudier les indices de l'existence des extraterrestres et l'éventuelle présence d'ovnis dans le monde après l'affaire Roswell. D'après les théories complotistes, ce groupe ultra-secret aurait été chargé de négocier une rencontre entre les extraterrestres et le président Eisenhower. Un accord aurait été scellé, permettant aux aliens d'étudier les humains et les animaux en échange de leur technologie avancée. Cet accord explique donc les enlèvements d'humains par les aliens qui ont toujours, selon John Lear, plusieurs objectifs. La pose d'un plan de contrôle, le prélèvement de tissus pour des expériences génétiques, l'insémination artificielle ou encore la récupération de fœtus. Quant aux mutilations animales, celles-ci serviraient à récupérer le système digestif des animaux pour remplacer celui des aliens, qui serait défaillant. Plus incroyable encore, il a été suggéré que la menace de John Kennedy de révéler les négociations entre les extraterrestres et le Majestic 12 était la principale raison de son assassinat à Dallas en 1963. L'existence de ce groupe est révélée grâce à la publication d'un document prétendument classé top secret intitulé « Opération spéciale du comité Majestic 12 » en 1988. La publication de ce dernier pousse le FBI à ouvrir une enquête qui révèle par la suite que les documents publiés étaient faux. Pourtant, le mal est fait. L'idée d'une alliance secrète entre les autorités américaines et des visiteurs extraterrestres s'installe, captivant l'imagination de l'Amérique et devenant un phénomène culturel majeur des décennies suivantes. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marie-Lou Economou. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la suite de cette histoire en évoquant l'emballement médiatique autour de la Zone 51 et les références dans la pop culture. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.